Et là, on repart sur le mangeur de spectres. Donc à nouveau, c'est écrit par un copain de Lovecraft apparemment, C.M. Eddy Jr. Folie lunatique, un peu de fièvre, je voudrais pouvoir y croire. Mais quand je me trouve seule, après la tombée de la nuit, dans les endroits déserts où m'entraînent mes vagabondages, que j'entends, à travers ces espaces vides à l'infini, les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements, et ce bruit abominable d'ossements broyés, je frissonne à nouveau au souvenir de cette terrible nuit. À cette époque, j'en savais moins qu'aujourd'hui sur la forêt, bien que la nature sauvage m'ait toujours autant sollicité. Jusqu'à ce soir-là, j'avais toujours eu soin de recourir à un guide, mais les circonstances m'avaient contraint à faire un essai de ma propre habileté. C'était au cœur de l'été dans le Maine, et, malgré l'urgente nécessité où je me trouvais de partir de Mayfair pour être à Glendale le lendemain à midi, je ne pus trouver personne qui accepte de me piloter. À moins de prendre la longue route traversant Pettywysset qui ne me permettrait pas d'arriver à temps, il me fallait traverser d'épaisses forêts. Cependant, toutes les fois que je demandais un guide, je me heurtais à un refus ou à une vague échappatoire. En étranger que j'étais, il me semblait curieux que tout le monde ait à m'opposer de mauvais prétextes. Il y avait trop d'affaires importantes, trop en train pour un village aussi endormi, et je savais que les habitants mentaient. Mais ils avaient tous des devoirs impérieux ou le prétendaient, et ils ne faisaient rien de plus que me garantir que le chemin à travers bois était simple, en allant toujours vers le nord, et ne présentait pas l'ombre d'une difficulté pour un jeune garçon vigoureux. En partant au petit matin, affirmait-il, je pourrais arriver à Glendale avant le coucher du soleil, et j'éviterais d'avoir à passer une nuit dehors. Même à ce moment-là, je n'avais aucun soupçon. Le programme me semblait bon, et je résolus d'essayer de le réaliser tout seul, en laissant les villageois paresseux hésiter à leur guise. J'aurais probablement tenté l'aventure, même si j'avais eu des soupçons. La jeunesse est entêtée, et depuis mon enfance, je m'étais contenté de rire des superstitions et des contes de bonnes femmes. Si bien qu'avant le lever que le soleil ne soit haut, j'étais parti à travers les arbres, à grands pas dansant, mon déjeuner à la main, un automatique dans ma poche et ma ceinture bourrée de gros billets craquants. D'après la distance et connaissant la vitesse à laquelle je me déplaçais, je me voyais arrivant à Glendale un peu après le coucher du soleil. Mais je savais que si j'étais obligé de passer la nuit par suite de quelque erreur de jugement, j'avais toute une expérience de campeur pour m'en sortir. D'autre part, je n'avais pas réellement besoin d'arriver à destination avant le lendemain midi. C'est le temps qui bouleversa mes plans. À mesure que le soleil montait, la chaleur de ses rayons se faisait de plus en plus sentir, même à travers les plus épais feuillages, et, à chaque pas, il me faisait perdre un peu de mon énergie. Vers midi, mes vêtements étaient transpercés de sueur, et malgré mes résolutions, je me sentais faiblir. En m'enfonçant davantage dans les bois, je trouvai la piste gravement obstruée par des broussailles et en bien des endroits presque effacée. Il devait y avoir des semaines, peut-être des mois, que personne n'avait emprunté ce chemin, et je commençais à me demander si, après tout, j'allais pouvoir réaliser mon programme. À la fin, comme je m'étais mis à avoir grand faim, je cherchais l'endroit où il y avait l'ombre la plus épaisse, et j'entrepris de manger le déjeuner que l'hôtel m'avait préparé. Il y avait quelques sandwichs quelconques, un morceau de pâté avancé et une bouteille de vin très léger. Un menu en aucune façon somptueux, mais que quelqu'un qui touchait comme moi au dernier degré de l'épuisement et mourant de chaleur devait plutôt considérer comme le bienvenu. Il faisait trop chaud pour que je trouve le moindre soulagement à fumer, et je ne sortis donc pas ma pipe. Dès mon repas terminé, je m'étendis plutôt de tout mon long sous les arbres, dans l'intention de profiter de quelques instants de repos, avant d'aborder la dernière étape de mon voyage. Je pense que j'avais été idiot de boire ce vin, car,
Si léger qu'il fût, il se révéla suffisant pour achever le travail que cette journée étouffante et épuisante avait entamé. Mon programme prévoyait quelques instants de simple détente. Et, cependant, après avoir eu à peine un bâillement d'avertissement, je sombrai dans un sommeil profond. Quand je rouvris les yeux, je me trouvais au sein de la pénombre. Le vent me caressait les joues, il me fit rapidement recouvrer toutes mes facultés. En regardant le ciel, je vis avec appréhension que des nuages noirs y couraient et commençaient à former un mur noir continu, présage d'un orage violent. Je savais dès cet instant que je ne pourrais parvenir à Glendale avant le matin. Mais la perspective d'une nuit passée dans les bois, ma première nuit de camping solitaire dans la forêt, me parut très désagréable dans ces conditions éprouvantes. Je décidai presque aussitôt de poursuivre mon chemin, au moins pendant un moment, dans l'espoir de trouver quelque abri avant que la tempête ne se déchaîne. L'obscurité se répandait sur les bois comme une épaisse couverture. Les nuages, de plus en plus bas, devenaient plus menaçants, et le vent s'intensifia jusqu'à atteindre la violence d'un véritable ouragan. Au loin, un éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement menaçant qui faisait penser à une poursuite animée d'intentions mauvaises. Je sentis alors une goutte de pluie sur ma main tendue, et, bien que continuant à marcher machinalement, je me résignai à l'inévitable. Un moment plus tard, j'apercevais la lumière, celle d'une fenêtre qu'on voyait à travers les feuilles des arbres et l'obscurité. Désireux avant tout de trouver un abri, je me hâtais de me diriger de ce côté, plût à Dieu que j'ai fait demi-tour pour prendre la fuite. Il y avait une sorte de clairière mal définie sur le bord le plus éloigné de laquelle se dressait un bâtiment adossé à la forêt vierge. Je m'attendais à trouver une hutte ou une cabane de rondins, mais je m'arrêtai net, surpris de trouver une petite maison de 2 étages, nette et de bon goût. D'après son architecture, elle devait dater de 70 ans, mais son état dénotait l'entretien le plus attentif. À travers les vitres de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, on voyait briller une lumière. Je me précipitai dans cette direction, stimulé par une seconde goutte de pluie en traversant la clairière. Puis, je frappai fort à la porte dès que j'eus gravi les marches du perron. Une voix grave et agréable répondit avec une rapidité surprenante. « Entrez !» Je poussai la porte qui n'était pas verrouillée, entrai dans le vestibule sombre, recevant quelques lumières de la porte ouverte à droite qui donnait sur la pièce dont la fenêtre était éclairée et les murs tapissés de livres. En fermant derrière moi, je ne pus m'empêcher de remarquer une odeur particulière dans cette maison. Légère, fugitive, à peine définissable et qui faisait un peu penser à celle des animaux. Mon hôte, me dis-je, doit être un trappeur ou un chasseur, et c'est là qu'il exerce son métier. L'homme qui avait parlé était assis dans un vaste fauteuil confortable à côté d'une table de milieu recouverte de marbre. Une longue robe de chambre grise enveloppait son corps mince. La lumière d'une puissante lampe d'argan faisait ressortir ses traits, et tandis qu'il m'examinait avec curiosité, je fis de même de lui avec autant d'attention. Il était d'une beauté frappante, avec un visage mince et soigneusement rasé. Des cheveux blonds, brillants, bien brossés, des sourcils longs et réguliers qui se rejoignaient au-dessus du nez oblique, des oreilles bien formées, plantées bas et très en arrière sur la tête, et de grands yeux gris, expressifs, presque lumineux tant ils étaient animés. En souriant pour me souhaiter la bienvenue, il fit apparaître de solides dents blanches magnifiquement régulières. Quand il me désigna un siège, je fus frappé par la finesse et la minceur de ses mains, avec de longs doigts effilés dont les ongles rouges en forme d'amande étaient légèrement recourbés et soigneusement manicurés. Je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi un homme d'une personnalité aussi attrayante avait choisi la vie d'un reclus. « Excusez mon indiscrétion, me risquai-je à dire, mais j'ai abandonné l'espoir d'atteindre Glendale avant le matin. Un orage menace et m'engage à me mettre à la recherche d'un abri. »
Comme pour corroborer mes dires, il y eut au même instant un éclair aveuglant, un roulement de tonnerre qui se répercuta, et ce fut le début d'une pluie torrentielle qui fouettait rageusement les vitres. Mon hôte semblait oublier les éléments et me répondit encore avec un sourire. Sa voix était apaisante et bien timbrée, ses yeux avaient un calme presque hypnotique. Vous êtes le bienvenu dans la mesure de l'hospitalité que je puis vous offrir, car je crains que cela n'aille pas très loin. Je boite, si bien qu'il faudra vous débrouiller pour le service. Si vous avez faim, vous trouverez un tas de choses dans la cuisine, un tas de nourriture, mais pas de cérémonie. Je crus détecter une trace d'accent étranger dans sa façon de parler, mais il s'exprimait sans aucune faute de vocabulaire ou de syntaxe. En se levant, il déploya sa taille impressionnante, puis se dirigea vers la porte de sa longue démarche claudicante. Je remarquai les énormes bras velus qui se balançaient à ses côtés, contrastant étrangement avec la délicatesse de ses mains. « Venez, suggéra-t-il, prenez la lampe. Je peux aussi bien me tenir dans la cuisine qu'ici. » Je le suivis dans le vestibule et la pièce qui se trouvait de l'autre côté, et, sur ses instructions, je dévalisai la pile de bois qui se trouvait dans un coin et le placard fixé au mur. Quelques instants plus tard, quand le feu eut bien pris, je lui demandai si je devais préparer le repas pour deux, mais il refusa aimablement. « Il fait trop chaud pour manger, me dit-il, et puis j'ai pris un petit quelque chose avant votre arrivée. » Après avoir lavé la vaisselle de mon repas solitaire, je m'assis un moment en fumant ma pipe avec satisfaction. Mon hôte me posa quelques questions sur les villages environnants, mais sombra dans un mutisme morose quand il eut appris que je n'étais pas du pays. Tandis qu'il était là, à rêver en silence, je ne pouvais me défendre de lui trouver une certaine étrangeté. Il y avait quelque chose de difficilement analysable qui faisait penser à un étranger. En tout cas, j'en étais tout à fait sûr, il me tolérait à cause de l'orage plutôt qu'il ne m'accueillait dans un sincère désir de m'offrir l'hospitalité. Quant à l'orage, il paraissait presque s'être calmé de lui-même. Au dehors, il commençait déjà à faire plus clair, car derrière les nuages, il y avait une pleine lune, et la pluie se réduisait à une averse banale. Je me disais qu'après tout, j'aurais peut-être pu reprendre mon chemin, idée que je suggérais à mon hôte. « Mieux vaut attendre jusqu'à demain matin, me fit-il remarquer. Vous dites que vous êtes à pied, et il y a 3 bonnes heures de trajet avant d'arriver à Glendale. J'ai 2 chambres là-haut, et si vous acceptez de rester, vous serez le bienvenu dans l'une d'elles. » Il y avait dans cette invitation une sincérité qui dissipa les doutes que j'avais pu conserver au sujet de son hospitalité, et je conclus que ces silences devaient être le résultat d'un long isolement loin de ses semblables dans cette nature sauvage. Après être resté sans rien dire le temps de fumer 3 pipes consécutives, je me mis finalement à bâiller. Cette journée a été assez épuisante, reconnus-je, et je pense qu'il ferait mieux de me préparer à aller me coucher. Je veux être debout, vous savez, et même parti, dès le lever du soleil. Mon hôte agita le bras en direction de la porte, à travers laquelle je pouvais voir le vestibule et l'escalier. « Prenez la lampe, me recommanda-t-il. Je n'en ai pas d'autre, mais ça m'est égal de rester dans le noir, vraiment. Quand je suis seul, je ne l'allume même pas la moitié du temps. Il est difficile de se procurer du pétrole par ici. Et je vais si rarement au village. Votre chambre est celle qui se trouve à droite, en haut de l'escalier. » Je pris la lampe. Une fois dans le vestibule, je me retournai pour lui souhaiter bonne nuit. Je pus voir ses yeux luire comme phosphorescents dans la pièce que je venais de quitter et qui se trouvait à présent plongée dans l'obscurité. Cela me rappela un peu la jungle l'espace d'un instant, et le cercle d'yeux qu'on voit parfois luire au-delà de la zone éclairée par le feu de camp. Puis je montai l'escalier. En arrivant au 2e, j'entendis mon hôte traverser en boitant le palier pour gagner l'autre chambre située au-dessous. Il se déplaçait dans l'obscurité avec la sûreté d'un hibou. À dire vrai, il n'avait guère besoin de lampe. L'orage était terminé.
En entrant dans la chambre qui m'avait été attribuée, je la trouvai illuminée par les rayons de la pleine lune qui entrait par la fenêtre située au midi, non munie de rideaux, et la lumière se répandait sur le lit. Je soufflai la lampe et laissai la maison dans l'obscurité à part les rayons de la lune. Je sentis alors l'odeur âcre qui restait distincte de celle du pétrole, l'odeur quasi animale que j'avais remarquée en arrivant dans cet endroit. J'allai à la fenêtre, l'ouvris toute grande, respirai profondément l'air pur et frais de la nuit. Je commençai à me déshabiller quand je m'arrêtai, presque aussitôt, en pensant à ma ceinture contenant l'argent qui était toujours à sa place autour de ma taille. Peut-être, me dis-je en me ravisant, vaudrait-il mieux de ne pas me presser ou être trop confiant. J'ai lu des histoires d'hommes qui saisissent une occasion pour dévaliser ou même assassiner l'étranger à qui ils ont donné asile. J'arrangerai donc le lit de telle sorte qu'on puisse croire qu'il y a un dormeur sous les couvertures. Je tirerai l'unique fauteuil dans un endroit obscur où il se trouverait dissimulé, et je bourrai à nouveau ma pipe et l'allumai. Je m'assis pour me reposer ou guetter selon les circonstances. Je ne pense pas être resté assis longtemps lorsque mes oreilles sensibles captèrent le bruit de pas montant l'escalier. Et les vieilles histoires de propriétaires brigands me revinrent avec toute leur fraîcheur quand, un moment plus tard, il se révéla que ces pas étaient nets, forts et provenaient de quelqu'un qui ne prenait aucune précaution pour dissimuler sa présence, tandis que la démarche de mon hôte, celle que je l'avais entendue du haut de l'escalier, était légère et claudicante. Je secouai les cendres de ma pipe et la glissai dans ma poche. Puis, saisissant mon automatique et le tirant de ma poche, je quittai mon fauteuil, traversai la pièce sur la pointe des pieds et m'accroupis, les nerfs tendus, dans un coin où la porte me dissimulait en s'ouvrant. Elle s'ouvrit en effet. Dans le faisceau de lune entra un homme que je n'avais jamais vu. Grand, épaules larges, distingué. Son visage se dissimulait à moitié derrière une barbe fournie taillée en carré, et son cou était enfoui dans un de ces cols-cravates noirs très hauts, depuis longtemps démodés en Amérique. C'était incontestablement un étranger. Comme il ne pouvait être entré dans la maison à mon insu, cela me dépassait nettement, et je ne pouvais pas croire non plus un instant qu'il se soit caché dans l'une des deux chambres ou dans l'entrée se trouvant en dessous. Tandis que je le regardais avec attention à la lumière de la lune, il me sembla que je pouvais directement voir à travers son corps, mais ce n'était peut-être qu'une illusion provoquée par la surprise. Remarquant le désordre du lit, mais négligeant toutefois l'arrangement tendant à faire croire qu'il était occupé, l'étranger marmonna en aparté quelques mots dans une langue étrangère et se mit à se dévêtir. Il lança ses habits sur le fauteuil que je venais de libérer, puis il se glissa dans le lit, tira les couvertures sur lui, et, en 1 ou 2 minutes, sa respiration avait pris une régularité dénotant un sommeil profond. Ma première pensée fut d'aller chercher mon hôte et de lui demander une explication. Mais 1 seconde plus tard, j'estimai préférable de m'assurer que l'incident n'était pas, d'un bout à l'autre, une pure illusion, causée après coup par mon sommeil dans les bois sous l'empire du vin. Je me sentais encore faible et prêt à défaillir, et malgré mon dîner récent, j'avais aussi faim que si je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. J'allai au lit, l'atteignis, saisis l'épaule de l'homme endormi. J'eus de la peine à réprimer un cri de folle frayeur et d'étonnement abasourdi. Je retombai en arrière, le pouls battant à toute vitesse et les yeux dilatés. Car mes doigts avaient traversé l'homme endormi et n'avaient saisi que le drap se trouvant en dessous. Une analyse complète de mes sensations discordantes et confuses serait futile. On ne pouvait toucher cet homme, pourtant je pouvais toujours le voir là, entendre sa respiration régulière, regarder son visage à moitié tourné sous les draps. Et alors, comme j'étais certain de ma folie ou de mon état d'hypnose, j'entendis d'autres pas dans l'escalier, légers, feutrés, comme ceux d'un chien, claudiquant, montant en trottinant. Hop, hop, hop. Et de nouveau cette odeur âcre, à présent 2 fois plus forte.
Étourdi et somnolent, je me tapis une fois de plus derrière la porte ouverte en guise de protection, secoué jusqu'à la moelle des os, mais résigné à présent à n'importe quel sort, connu ou sans nom. Alors, dans le faisceau de cette étrange lumière lunaire, bondit la forme décharnée d'un grand loup gris. Boiteux aurais-je dû dire, car l'une de ses pattes arrière restait en l'air, comme si elle avait été blessée par quelque balle perdue. La bête tourna la tête vers moi, et au même instant, le pistolet échappa à mes doigts crispés et tomba en faisant du bruit, mais sans que cela ne se remarque. Cette succession d'horreurs croissantes paralysait rapidement ma volonté et ma conscience, car les yeux qui flamboyaient vers moi dans cette tête infernale étaient les yeux gris, phosphorescents de mon hôte, et ils étaient semblables à ce qu'ils étaient quand il m'avait fixé à travers l'obscurité de la cuisine. Je ne sais toujours pas s'il m'a vu. Les yeux se détournèrent de moi pour aller vers le lit et regardèrent avec une expression gloutonne la forme spectrale qui dormait là. Alors, la tête se renversa en arrière, et du gosier de ce démon jaillit le plus bouleversant ululement que je n'ai jamais entendu. Un hurlement violent a donné la nausée, un hurlement de loup qui arrêta les battements de mon cœur. La forme étendue sur le lit s'agita, ouvrit les yeux et s'écarta de ce qu'elle voyait. L'animal s'accroupit, en tremblant, et alors, tandis que la silhouette éthérée poussait un hurlement d'angoisse et de terreur humaine, un hurlement de mortel qu'aucun fantôme de légende ne pourrait contrefaire, il s'élança droit sur la gorge de sa victime. Ses dents blanches, solides, régulières, luisaient au clair de lune au moment où elles se refermèrent sur la veine jugulaire du fantasme hurlant. Le hurlement se termina en un gargouillement de suffocation sanglante, et les yeux humains terrifiés devinrent vitreux. Ce hurlement m'avait fait passer à l'action. En une seconde, j'avais ramassé mon automatique et vidé son contenu sur la monstruosité lupine qui se trouvait devant moi. Mais j'entendis le bruit mat que faisait chaque balle quand elle venait se loger, sans avoir rien rencontré d'autre dans le mur d'en face. Mes nerfs cédèrent. Une fureur aveugle me lança vers la porte, et cette terreur aveugle me poussa à jeter ce seul regard en arrière qui me permit de voir que le loup avait planté les dents dans le corps de sa proie. Vinrent alors cette impression sensorielle culminante et la pensée bouleversante à laquelle elle donna naissance. C'était le même corps à travers lequel j'avais passé la main quelques instants auparavant. Et cependant, tandis que je plongeais dans cet escalier de noirs cauchemars, je pouvais entendre broyer les os. Comment je trouvai la piste menant à Glendale, ou comment je trouvai le moyen de la traverser, je pense que je ne le saurai jamais. Je ne sais qu'une chose, le lever du soleil me trouva sur la colline, à l'orée des bois, avec le village surmonté de son clocher s'étendant à mes pieds, et la ligne bleue des Katakas scintillant au loin. Sans chapeau, sans manteau, la figure couleur de cendre et aussi mouillée de transpiration que si j'avais passé la nuit dehors sous l'orage, j'hésitais à entrer dans le village tant que je n'eus pas retrouvé au moins un semblant de sang-froid. Finalement, je trouvai mon chemin en descendant les collines et à travers les rues étroites et leurs trottoirs dallés et leurs portes de style colonial, jusqu'à ce que je parvienne à Lafayette House, dont le propriétaire me regarda avec méfiance. « D'où viens-tu si tôt, fiston, et pourquoi cet air ravagé ?»« J'arrive de Mayfair à travers bois. »« Tu es venu à travers les bois du diable la nuit dernière et tout seul ?» Le vieil homme me regardait avec un drôle d'air où l'horreur alternait avec l'incrédulité. « Pourquoi pas, répondis-je. Je ne pouvais pas arriver à temps par Potowicet, et il fallait que je sois ici pas plus tard que midi aujourd'hui. »« La nuit dernière, c'était la pleine lune, mon Dieu !» Il me regardait avec curiosité. « Tu as vu quelque chose de Vassili Oukhranikov ou du comte ? Dites, est-ce que j'ai l'air aussi simple d'esprit ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire ? Vous moquez de moi ? » Mais son intonation était aussi grave que celle d'un prêtre quand il répondit. « Tu dois être nouveau venu dans les parages, fiston.
Sinon, tu aurais su tout sur les bois du diable, la pleine lune, Vassili et tout le reste. Je me sentais tout sauf désinvolte. Je savais cependant que je ne devais pas paraître sérieux après mes premières remarques. Allez-y, je sais que vous mourrez d'envie de me raconter. Je suis comme un âne, toutes oreilles. Alors il me raconta la légende à sa façon sèche, en la dépouillant de sa vitalité et de son caractère convaincant, parce qu'elle manquait de couleur, de détails, d'atmosphère. Mais pour moi, il n'était pas besoin de vitalité ou de force convaincante que tout poète pourrait avoir donné. Rappelez-vous ce à quoi j'avais assisté, et rappelez-vous que je n'avais jamais entendu parler de ce conte, sauf après que j'ai connu cette expérience et que j'ai fui la terreur de ces eaux de fantômes broyés. Il y avait un certain nombre de Russes échelonnés entre ici et Maillefert. Ils étaient arrivés de Russie après certains troubles causés par les nihilistes. Vassili Oukhranikov était l'un d'eux, un garçon grand, mince, beau, avec des cheveux blonds brillants et de très belles manières. On disait toutefois que c'était un serviteur du diable, un loup-garou et un mangeur d'hommes. Il s'était construit une maison dans les bois à environ un tiers du chemin entre ici et Maillefert, et il y vivait tout seul. À chaque instant, un voyageur quittait les bois avec un conte assez étrange après lequel il aurait été poursuivi par un gros loup aux yeux brillants et humains, comme ceux d'Oukhranikov. Une nuit, quelqu'un lâcha au petit bonheur un coup de fusil au loup. Et la fois suivante, en arrivant à Glendale, le Russe boitait. Cela régla la question. Il n'y avait plus à présent de simples soupçons, mais des faits solides. Alors il envoya un messager au comte de Maillefert qui s'appelait Féodor Tchernevski, et il avait acheté en haut de State Street la vieille maison Fowler au toit d'un croupe pour lui demander de venir le voir. Tout le monde mit le comte en garde, car c'était un bel homme et un splendide voisin. Mais il répondit qu'il pouvait très bien veiller sur lui-même. C'était la nuit de pleine lune. C'était un brave s'il en fut, et tout ce qu'il fit, ce fut de dire à quelques-uns des hommes qu'il y avait dans les parages de le suivre jusqu'à chez Vassili, s'il ne paraissait pas à une heure convenable. Ils l'ont fait, et tu me dis, fiston, que tu as traversé les bois pendant toute la nuit? Bien sûr, je vous l'ai dit. J'essayais de prendre un air nonchalant. Je ne suis pas un conte, et je suis ici pour raconter l'histoire. Mais qu'ont trouvé les hommes dans la maison d'Oukhranikov? Ils ont trouvé le corps du comte, lacéré, fiston, et un loup gris décharné juste au-dessus, les mâchoires ruisselant de sang. Tu peux deviner qui était le loup. Et les gens disent qu'à chaque pleine lune... Mais fiston, tu n'as rien vu ni rien entendu. Rien du tout, papa, et dis donc, qu'est devenu le loup, ou Vassili Oukhranikov? Eh bien, fiston, on l'a tué. On l'a farci de plomb et enterré dans la maison, et puis on a tout brûlé. Tu sais que tout cela s'est passé il y a 60 ans, alors que j'étais un petit gamin, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me détournai avec un haussement d'épaules. Tout cela était si curieux, si absurde et artificiel à la pleine lumière du jour. Mais quelquefois, lorsque je suis seul, après la tombée du jour dans des endroits déserts, et que j'entends les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements, et ces affreux broiements d'ossements, je frissonne de nouveau à l'évocation de cette nuit effrayante. Ah, enfant de Journe, tu connais le bouquin. Salut The Arcade Lover. Je réponds pas trop en lisant parce que je me suis rendu compte que ça me faisait bafouiller de regarder le chat. Donc je vous répondrai entre les nouvelles. Donc on enchaîne sur la suivante, qui est de Robert H. Barlow. Ça s'appelle « Jusqu'à ce que toutes les mers ». L'homme se reposait sur le sommet érodé de la falaise, regardant au loin de l'autre côté de la vallée. Ainsi étendu, il pouvait voir à une grande distance. Mais sur toute cette étendue aride, rien ne bougeait. Rien ne faisait voler la poussière de la plaine, le sable désintégré des lits des rivières depuis longtemps desséchés,
où autrefois coulaient les torrents jaillissants lors de la jeunesse de la terre. Il n'y avait guère de verdure dans ce monde ultime, étape finale de la présence prolongée de l'homme sur la planète. Pendant d'innombrables siècles, la sécheresse et les tempêtes de sable avaient ravagé les continents. Les arbres et les arbustes avaient laissé la place à des arbrisseaux minuscules, rabougris, qui duraient longtemps à cause de leur robustesse, mais à leur tour, ils périrent sous l'assaut des herbes coriaces et d'une végétation fibreuse et rude dont l'évolution était étrange. La chaleur constante, tandis que la terre se rapprochait du soleil, desséchait et tuait de ses rayons impitoyables. Cela n'était pas venu immédiatement. Il avait fallu de longs siècles pour que l'on sente le changement. Et tout au long de ces premiers siècles, la forme adaptable de l'homme avait suivi une lente mutation et s'était modelée pour convenir à une atmosphère de plus en plus torride. Puis vint le jour où les hommes ne purent plus supporter que le mal leur ville que mal le je comprends pas la phrase, attendez. Puis vint le jour où les hommes ne purent plus supporter que mal leur ville brûlante et une récession progressive commença, lente mais marquée. Les villes et les établissements les plus proches de l'équateur avaient été les premiers naturellement, puis vinrent les autres. L'homme, amolli et épuisé, ne pouvait affronter plus longtemps la chaleur qui augmentait inexorablement. Elle le desséchait sur place, et l'évolution était trop lente pour permettre à de nouvelles résistances de se développer en lui. Ce n'est pourtant pas dès le début que les grandes villes de l'équateur ont été abandonnées aux araignées et aux scorpions. Dans les premières années, il y eut beaucoup d'hommes qui restèrent, qui mirent au point de curieux boucliers, d'ingénieuses armures contre la chaleur et l'affreuse sécheresse. Ces âmes intrépides munirent certains immeubles d'écrans protecteurs pour endiguer la progression du soleil, créèrent des refuges, mondes miniatures où aucune armure protectrice n'était nécessaire. Ils conçurent des choses merveilleusement ingénieuses, si bien que pendant un temps, les hommes se maintinrent dans des tours en train de rouiller, espérant ainsi pouvoir s'accrocher au vieux continent jusqu'au moment où cette calcination se terminerait. Car ils étaient nombreux à ne pas vouloir croire ce que disaient les astronomes. Ils attendaient le retour du vieux monde tempéré de jadis. Mais un jour, les hommes de date de la nouvelle ville de Nyara firent des signaux à Unario, leur capitale, dans des temps immémoriaux, et n'obtinrent aucune réponse des quelques habitants qui y étaient restés. Et quand les explorateurs parvinrent à cette cité millénaire de tours reliées par des ponts, ils n'y trouvèrent que le silence. Il n'y avait même pas l'horreur de la décomposition, car les lézards éboueurs avaient été rapides. C'est seulement alors que les gens réalisèrent que ces villes étaient perdues pour eux, sûrs qu'il fallait les abandonner pour toujours à la nature. Les autres colons des terres chaudes s'enfuirent des stations qu'ils avaient courageusement installées, et un silence total régna désormais entre les hautes murailles de basalte de 1000 cités devenues vides. Finalement, rien ne restait de foules compactes et de multiples activités. Sur un fond de désert, sans pluie, se détachaient plus que les tours calcinées des maisons vides, des usines, des édifices de toutes sortes, reflétant les rayons éblouissants du soleil et se desséchant dans une chaleur de plus en plus intolérable. Bien des régions avaient cependant échappé encore à la brûlure dévastatrice, si bien que les réfugiés furent bientôt abandonnés, dans la vie d'un nouveau monde. Au cours de siècles étrangement prospères, les villes séculaires de l'équateur désertées sombrèrent à moitié dans l'oubli et alimentèrent les fables fantastiques. Peu de gens pensaient à ces tours fantômes en train de pourrir, à ces entassements de murs délabrés et de rues obstruées par les cactus, sombres, silencieux, abandonnés. Il y eut des guerres criminelles et prolongées, mais les périodes de paix étaient de plus en longue durée, et, toujours cependant, le soleil dilatait, accroissait son rayonnement à mesure que la terre se rapprochait davantage de ce parent ardent. C'était comme si la planète avait eu l'intention de retourner à la source d'où elle avait été arrachée
des millénaires auparavant à travers les accidents de la croissance cosmique. Au bout de quelque temps, la brûlure s'étendit à l'extérieur en partant de la ceinture centrale. Le Yarat du sud brûla comme un désert sans habitants. Puis ce fut le nord. À Pérat et Baling, des cités antiques qui furent habitées pendant des siècles, rien ne bougeait plus que les formes squameuses du serpent et de la salamandre, et, à la fin, l'automne ne retentissait plus que du bruit que faisaient de temps en temps, en s'écoulant, des flèches chancelantes et des dômes tombant en poussière. Continue, universelle, inexorable, était la grande éviction de l'homme des royaumes qu'il avait toujours connus. À l'intérieur de la ceinture, touchée et qui s'élargissait, rien n'était épargné, la déroute ne laissait personne de côté. C'était une tragédie épique, titanesque, dont l'intrigue n'était pas dévoilée aux acteurs. Cet abandon total des villes, des hommes. Cela prit non pas des années, ni des siècles, mais des millénaires impitoyables changements. Et cela continuait toujours, lugubre, inexorable, sauvagement dévastateur. L'agriculture était dans le marasme. Le monde devenait trop vite, trop aride pour que les récoltes soient possibles. On y remédiait par des produits artificiels de remplacement, dont l'usage devint rapidement universel. Et lorsque l'on abandonnait des lieux anciens qui avaient connu des grandes réalisations de mortels, le butin récupéré par les fugitifs était de plus en plus réduit. Les objets représentant la plus grande valeur ou le plus d'importance étaient déposés dans des musées morts, perdus au cours des siècles, et finalement, l'héritage d'un passé immémorial fut abandonné. Une dégénérescence, à la fois physique et culturelle, s'installa à la suite de cette chaleur insidieuse, car l'homme avait si longtemps vécu dans le confort et la sécurité que cet abandon du décor du passé fut difficile. Et ces événements ne furent pas accueillis avec flegme. À elles seules, leur lenteur était terrifiante. L'avilissement et la débauche devinrent rapidement monnaie courante. Le gouvernement était désorganisé. Les civilisations régressaient, sans but, vers la barbarie. Lorsque, 49 siècles après la propagation du fléau venu de la ceinture équatoriale, tout l'hémisphère occidental fut abandonné par des habitants, le chaos était complet. Il n'y avait aucune trace d'ordre ni de décence dans les derniers épisodes de cette migration titanique, démente, impressionnante. La folie et la frénésie se répandaient parmi eux, les fanatiques poussaient des hurlements annonçant l'imminence de l'Armageddon. L'humanité n'était plus à présent qu'un pitoyable vestige des races anciennes, fuyant non seulement les conditions prédominantes, mais aussi la dégénérescence même de l'homme. Ceux qui le pouvaient émigrèrent dans les terres du Nord et de l'Antarctique. Les autres traînèrent pendant des années dans une incroyable Saturnale, doutant vaguement des désastres qui allaient arriver. Dans la ville de Borligo, il y eut une exécution massive des nouveaux prophètes, après des mois d'espoir déçus. Ils estimaient que la fuite vers le nord n'était pas nécessaire, et ne voulaient plus regarder en face le dénouement qui le menaçait. La façon dont ils périrent a dû être en vérité terrible. Ces créatures frivoles et inintelligentes qui croyaient pouvoir défier l'univers. Mais les villes, noircies, calcinées, sont muettes. Cependant, ces événements ne doivent pas être consignés, car il y a des choses plus vastes à considérer que cette chute complexe et sans précipitation d'une civilisation perdue. Pendant une longue période, le moral était au plus bas parmi les quelques hommes courageux qui étaient établis sur les rivages arctiques et antarctiques, devenus aussi tempérés que ceux du Yarat méridional dans un passé mort depuis longtemps. Mais là, le sol était fertile et les arts pastoraux oubliés furent remis en honneur. Il y eut pendant longtemps un petit abrégé des terres perdues où l'on était satisfait. Cependant, là, il n'y avait ni foule nombreuse ni vastes immeubles. Seuls quelques rares vestiges d'humanité survécurent aux siècles de changement et peuplèrent les villages éparpillés de ce monde attardé. On ne sait pas pendant combien de millénaires cela continua. Le soleil était lent à envahir cette dernière retraite, et, tandis que les siècles passaient,
une race saine, vigoureuse se constitua. Elle n'avait aucun souvenir des vieux pays perdus, elle n'en connaissait même pas les légendes. Ce nouveau peuple pratiquait quelque peu la navigation, et la machine volante était complètement oubliée. Son matériel était des plus rudimentaires, sa culture était simple et primitive. Cependant, il s'en contentait et acceptait ce climat tiède comme quelque chose de naturel et d'habituel. Mais, à l'insu de ces paysans simples, de nouvelles rigueurs de la nature se préparaient lentement. Les générations passant, les eaux du vaste océan insondé se perdaient lentement, enrichissant l'air et le sol desséchés, mais s'enfonçant plus profondément à chaque siècle. Les vagues qui venaient se briser sur la plage scintillaient toujours autant, les remous tourbillonnaient toujours, mais une menace d'assèchement planait au-dessus de toute l'étendue liquide. Cependant, ce rétrécissement n'aurait pu être détecté que grâce à des instruments plus délicats que tous ceux que cette race connaissait. Même si le peuple s'était rendu compte de cette contraction, il n'est pas vraisemblable qu'il en soit résulté une grande inquiétude ou un grand trouble, parce que les pertes étaient si peu de chose, et puis les mers si vastes, quelques centimètres seulement pendant bien des siècles, mais pendant bien des siècles s'accroissant. Si bien que les océans finirent par disparaître, l'eau devint une rareté sur un globe cuit par le soleil et se desséchant de plus en plus. L'homme s'était lentement répandu sur des continents arctiques et antarctiques, les cités équatoriales et beaucoup d'habitations plus récentes étaient tombées dans l'oubli, et même sorties de la légende. Et à présent, la paix était de nouveau perturbée, car l'eau était rare, et ne se trouvait plus que dans des cavernes profondes. Il y en avait assez peu, même de celles-là, et les hommes mouraient de soif quand ils s'aventuraient dans des endroits éloignés. Cependant, ces terribles changements étaient si lents que dans chaque nouvelle génération, on était peu enclin à croire ce qu'on avait entendu dire par les parents. Personne ne voulait admettre que la chaleur avait été moindre et l'eau plus abondante dans l'ancien temps, ou accepter l'avertissement d'après lequel viendraient des jours de